Nous sommes à Doradal, une petite ville du fin fond de la campagne colombienne. 4000 habitants. Et dans le lac, juste à côté, des animaux qui n'ont rien à faire là. Vous en avez déjà vu de près? Oui. Oui, juste là, les hippopotames sortent du lac. On a l'habitude de les voir. Vous les voyez pendant l'école? Oui. Des hippopotames dans la nature et en liberté. Une anomalie géographique. Ces gros animaux ne vivent en principe qu'en Afrique. Là, il y en a. Allons-y. Juste là. On va là-bas. Il y en a un qui vient de sortir. Il y en a un peu partout dans la région. Ils vivent juste à côté des villageois. Et s'ils ont débarqué en pleine Amérique du Sud, c'est à cause d'un homme, Pablo Escobar. Au sommet de sa gloire, le plus célèbre des narcotrafiquants colombiens s'était fait construire une immense hacienda dans la région. Et à l'intérieur, son zoo privé, avec éléphants, girafes et donc hippopotames. Escobar s'amusait même à se baigner avec eux. À sa mort il y a 20 ans, l'hacienda a été transformée en un parc d'attractions qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Il paraît qu'Escobar récupérait les excréments d'animaux et cachait la drogue dedans pour la transporter dans sa voiture sans problème. Comme ça, la brigade des stupéfiants ne la trouvait pas. Après la mort d'Escobar, quelques animaux sont restés enfermés dans des cages. Mais rien n'a été prévu pour les hippopotames. Leur construire un enclos adapté coûtait trop cher. Ils sont libres en fait. Il n'y a pas de barrière pour eux, il n'y a rien qui les enferme. Ce troupeau-là est libre d'aller et venir. Résultat, les hippopotames d'Escobar se sont multipliés et installés un peu partout dans la région. Ils étaient 4 il y a 20 ans, au moins 10 fois plus aujourd'hui. Regarde, il a ouvert la bouche. Le soir, ils franchissent facilement les petits barbelés installés par les paysans. Le parc recommande de rentrer dans les voitures à partir de 6 h du soir, car les hippopotames peuvent se trouver sur la route. Elles sont où les empreintes? Regardez, les traces de pas sont là. Elles paraissent petites, mais ça me ferait très peur d'être ici après 6 heures. C'est bien ça le problème. Les hippopotames sont des animaux herbivores, mais réputés dangereux. Ils causent entre 100 et 200 morts par an en Afrique. Aucun blessé à déplorer pour l'instant en Colombie, mais tout de même, les autorités commencent à s'inquiéter. Inquiétude à cause de la fuite de plusieurs hippopotames qui appartenaient au narcotrafiquant Pablo Escobar. Ils peuvent être maintenant à plusieurs kilomètres. Attention, ces animaux sont considérés comme les plus dangereux du monde. Sauf que dans le coin, le message n'est semble-t-il pas passé. L'hippopotame est devenu l'emblème de certains villages. Et il y a quelques mois, une photo a fait la une de la presse. Une petite fille fait ses devoirs tranquillement par terre. Juste à côté, un hippopotame de compagnie. Un bébé, certes, mais déjà bien gros. Certains paysans adoptent carrément les bestioles. Même pas peur. On lui donnait ce petit vélo en plastique et elle se mettait dessous. Vous lui donniez du lait? Oui, du lait de vache, avec un biberon. Comment il s'appelait? On l'appelait Luna. Elle courait derrière moi comme un petit chien. Mais elle n'a pas supporté notre nourriture, elle est morte. Mais voilà, quand les animaux ne meurent pas et qu'ils grandissent, ils sont très vite beaucoup moins mignons. Sur la route, nous rencontrons ce pisciculteur. 2 hippopotames sont passés par chez lui. Ils sont venus de là-haut, ensuite ils sont passés par là, et après ils sont allés là-bas. Voilà, ils sont rentrés par là. Comme ils sont très gros, ils s'appuient là-dessus. Ils l'arrachent et les poissons s'échappent par le trou. S'ils ne faisaient pas autant de dégâts, il n'y aurait pas de problème. La facture, 4 000 € de poissons. Face aux soucis de sécurité et aux protestations de certains habitants, le gouvernement a été obligé d'agir. Mais le problème, c'est que les solutions ne sont pas évidentes. Une chasse aux hippopotames, mal vue par les écologistes. Une capture générale et un placement dans des eaux, trop compliqué.
L'option retenue, la castration, et ça commence aujourd'hui. L'un des plus grands vétérinaires du pays s'est déplacé. Personne ne sait comment faire ça. Qui aurait besoin de castrer des hippopotames? Il y a des vétérinaires qui ont opéré des grands mammifères, mais des hippopotames, jamais. Nous sommes les seuls dans le pays à pouvoir faire ça, et je dirais même dans le monde entier. 2 mâles ont été capturés. Pour les attirer dans le bloc opératoire, une ferme de la région, des bâches et des carottes. S'ils sortent, courez s'il vous plaît. On doit courir? Oui, en zigzag. Première étape, les endormir. Puis, les châtrer. Opération délicate, les hippopotames ont la particularité de cacher leurs testicules à l'intérieur de leur ventre. Nous vous épargnerons les images douloureuses. Juaco, Juaco, allez, réveille-toi! L'animal, qui a donc été baptisé Juaco entre-temps, va retrouver l'hacienda d'Escobar avec son camarade. Est-ce qu'on est des bons pandas? Oui, oui. Si vous avez des pandas géants dans votre cœur, alors vous êtes des bons pandas. Le mois dernier en Chine. Aujourd'hui, nous allons filmer pour la première fois au monde l'accouplement de 2 pandas. Cet envoyé très spécial travaille pour ePanda. Toute l'info sur les pandas, 24 heures sur 24. Regardez, il la stimule avec une longue tige de bambou. Début avril, il a assisté à un événement historique qui a fait la une des JT chinois. Le couple de pandas géants, Chen Chen et Lulu, ont eu un rapport sexuel qui a atteint une durée de 18 minutes. Normalement, 2 pandas qui font l'amour, ça dure autour de 30 secondes. Alors avec près de 18 minutes de sexe non-stop, l'essentiel du Kama Sutra revisité, le mâle Lulu a fait la fierté du peuple chinois. Il s'est fait surnommer frère endurant, respect. Si les Chinois accordent tant d'importance à ce record, c'est parce que l'animal, trésor national, était jusqu'alors sur le point de disparaître. Un programme mis au point au cœur du pays, dans les montagnes du Sichuan, et financé en grande partie par l'État chinois, est en passe de réaliser l'impensable. Faire augmenter la population de pandas sauvages mondiale. Les pandas vivent ici depuis très longtemps. C'est leur domaine réservé ici. Vous les aimez, vous, les pandas? Bien sûr, je les aime. Depuis 1963, la zone est classée réserve naturelle. La petite ville s'affiche comme la capitale mondiale du panda. Dans ce décor, un homme se bat depuis 40 ans pour sauver cette espèce, Zhang Hemin. Son premier exploit, les faire se reproduire en captivité. Cette femelle a 10 ans, elle est enceinte. Cette année, nous avons eu 4 mamans pandas enceintes. Il a déjà vu naître plus d'une centaine de bébés pandas. Son surnom tout naturellement, Papa Panda. Un jour, une femelle n'arrivait pas à accoucher. Elle avait perdu les os depuis 16 heures. Je suis venu de très loin pour la voir et hop, le petit panda est né. Tout le monde a plaisanté en disant « Papa Panda n'est pas là, bébé panda ne veut pas sortir ». C'est comme ça que ce surnom m'a été donné. Papa Panda est le premier scientifique à maîtriser à ce point la reproduction de cet animal, il faut le dire très peu coopératif en la matière. Rien que pour prendre sa température, il faut s'armer de patience. Allez, lève-toi. Elle veut un massage? Oui, elle préférerait sûrement que je lui masse le dos. Pour éviter que cette espèce animale disparaisse, les scientifiques ont percé les secrets de son système biologique. Étape cruciale, repérer quand les femelles sont fécondes. C'est la mission de Dongli et c'est tout de suite moins glamour.
Lorsque la femelle est en chaleur, nous récupérons son urine afin de déterminer son degré d'ovulation. Auparavant, nous n'avions pas découvert cette technique, on s'appuyait uniquement sur des observations. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ça se passe surtout en laboratoire. Avec ces animaux moyennement portés sur la chose, pas étonnant que l'amour version panda ne soit plus vraiment laissé au hasard. C'est plutôt complexe parce que les femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an pendant une dizaine de jours seulement. Et l'ovulation, elle, ne dure que 2 jours maximum. Donc si on rate cette occasion, on perd 1 an. Mais réussir à faire naître des bébés pandas en captivité ne suffit pas pour sauver l'espèce. Il faut aussi que sa population augmente dans la nature. C'est l'objet du nouveau programme de Zhang et Min, financé par les autorités à hauteur de 4,5 millions d'euros par an. La première étape se passe ici, sur ce flanc de montagne, où une deuxième vie attend certains des bébés de papa panda. On peut y aller? Non, non. Non, non, ce n'est pas possible. C'est la zone de formation. Il faut revêtir une tenue spéciale pour y aller. Nos pandas ne doivent pas rencontrer d'êtres humains. Depuis 10 ans, ces chercheurs veulent repeupler la nature avec des pandas nés en captivité. Pour y parvenir, ils tentent de reproduire à l'identique les conditions de vie des pandas sauvages, où l'homme n'a pas sa place. Et quand sa présence est indispensable, tour de passe-passe. Vous voyez, quelqu'un a mis un costume de panda pour que le bébé panda ne voit pas que c'est un humain. Dès sa naissance, on évite les contacts avec les hommes. On veut qu'il reste avec sa mère pour qu'il ait les capacités de survivre dans la nature. Qu'il apprenne à trouver de la nourriture, à défendre son territoire. Cet entraînement dure 2 ans et il se déroule sous l'œil des caméras de vidéosurveillance. Nous voulons accompagner les soigneurs qui s'occupent des futurs pandas sauvages. C'est d'accord, mais à une condition. Que nous aussi soyons déguisés en panda. Normalement, c'est censé sentir le pipi et le caca de panda. Car il faut tromper non seulement la vue, mais aussi l'odorat de ces grosses boules de poils. Super! Ça vous plaît? Nous voilà partis pour 2 heures de tâches ménagères, incognito. On entre dans la zone d'entraînement des bébés pandas. Les mamans des futurs pandas sauvages, elles, ne seront jamais relâchées dans la nature. Les soigneurs doivent donc continuer à les nourrir et à nettoyer leur cage. Zhu Jikyu travaille déguisé depuis 3 ans pour 300 € par mois. C'est 100 € de plus que le salaire minimum en Chine. Comme nous avons des excréments de leur mère sur nos vêtements, quand les bébés nous voient, ils pensent que nous sommes des membres de la même famille. Et ils sont où là, les bébés pandas? Là-haut, dans les arbres. C'est très dur de les voir. Finalement, le plus étrange pour lui, ce n'est pas son accoutrement, mais bien la présence d'une journaliste étrangère et de ses questions embarrassantes. Tu peux lui demander si je suis un bon panda? I am a good panda. Est-ce qu'on est des bons pandas? Oui, oui. Si vous avez des pandas géants dans votre cœur, alors vous êtes des bons pandas. Grâce à ce programme, depuis 2010, 4 pandas nés en captivité ont été introduits avec succès dans la nature. Chaque libération est un moment délicat, où le subterfuge des scientifiques est le plus susceptible d'être découvert par le petit panda. On doit réussir notre mission sans être trop en contact avec l'animal. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Être en contact sans être démasqué. Sur ces images, le petit Tao Tao, né en laboratoire, goûte pour la première fois à la liberté. Je pense qu'ils vont contribuer à former la nouvelle génération de pandas géants sauvages. S'ils se reproduisent, alors nous aurons accompli notre mission. Zhang et Min estiment que dans 20 ans, peut-être 30, les pandas ne seront plus menacés d'extinction. D'ici là,
Pas question de lever le pied. La retraite? Ah non, ce n'est pas possible. Simplement un jour, c'est sûr, j'écrirai mes mémoires. Ce sera très amusant car j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec des pandas et j'ai encore plein d'histoires intéressantes à vivre avec eux. Il ne resterait aujourd'hui que 1864 pandas géants à l'état sauvage. Backbenchers of the former government who incredibly disputed the validity of the scientific consensus that human activities are contributing to global warming, citing evidence, and I quote, that warming has also been observed on Mars, Jupiter, Triton, Pluto, Neptune and others. That is the case. They were, Mr. Speaker, lost in space. Ces images ont été tournées par les autorités australiennes. L'immense baleinier japonais surpris en pleine chasse par une caméra d'un navire militaire. 1 millier de baleines, pour la plupart des espèces protégées, seront encore tuées cette année. Programme scientifique, affirme le Japon. Faux, lui rétorque l'Australie. Chasse commerciale. À Canberra, la capitale, ces images sont maintenant sur le bureau du nouveau ministre de l'Environnement. Peter Garrett a réuni ses conseillers scientifiques et pourrait prochainement porter plainte contre le Japon. On sait qu'une fois harponnées, l'agonie de ces baleines peut durer plus de 15 minutes. Et nous estimons ici que nous pouvons parfaitement mener des études scientifiques sur ces mammifères sans les tuer. C'est la première fois qu'un gouvernement collecte ces images et mène ce genre de mission. Il faut assumer nos responsabilités, d'abord comprendre ce qui se passe pour ensuite éduquer, montrer partout dans le monde ce qui se passe dans nos océans. Ce géant au crâne rasé vous rappelle quelqu'un? Normal. Monsieur le ministre était encore il y a 5 ans une rockstar internationale. C'est une légende ici. Le groupe habitait ici dans le quartier à Bondi. Il est super connu. C'est une très bonne chose pour le pays que ce type-là s'engage en politique pour l'environnement. Ce type a toujours eu envie de changer les choses. Je pense qu'il était mûr pour ça. Groupe militant, écolo et déjà altermondialiste, concert sauvage dans les rues des études de politique à Canberra. Il y a rencontré Mark, son meilleur ami. Ils ne se quitteront plus. Politique, sport et rock'n'roll. Mark deviendra même son biographe en écrivant l'histoire du groupe. C'était pas sexe, drogue et rock'n'roll. Les Midnight Oil voulaient simplement raconter la société australienne. Beds Are Burning, c'est l'histoire de gens qui meurent, d'enfants malades qui ne peuvent pas être soignés, qui vivent dans des conditions misérables parce qu'ils sont nés aborigènes, vivant au centre du pays. C'est la face sombre de notre pays, celle que beaucoup de gens ici en Australie ne veulent pas voir. Dernière grande scène pour les Midnight Oils, clôture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et un sorry floqué sur leurs vêtements, l'excuse du peuple australien aux aborigènes. En 2004, Garrett quitte la scène rock et rentre au Parlement. Novembre dernier, il est nommé ministre de l'Environnement du tout nouveau gouvernement travailliste. Sa première mesure, l'excuse officielle de l'État australien aux aborigènes. Pour la première fois, l'ex-rockstar a accepté que nous le suivions dans sa nouvelle vie. Premier rendez-vous, Alice Springs, terre aborigène justement, et village touristique, à 2 jours de route de la première ville. Jet de l'armée australienne, costume à l'épaule. Aujourd'hui, c'est la première fois que Peter Garrett vient ici en tant que ministre. En 86, avec son groupe, ils avaient passé 1 an chez les aborigènes. On a fait un concert gratuit ici, je me souviens. Je crois que c'était juste avant que j'entre au Parlement. Ici, 30 degrés à l'ombre et une sécheresse historique. Pas une goutte de pluie depuis plusieurs années dans certaines régions. Plus qu'ailleurs, le centre du pays subit les effets du réchauffement climatique. L'Australie partage avec les États-Unis la première place au classement des pays les plus pollueurs par tête d'habitants. Le chantier est donc énorme pour le ministre Garrett, qui vient lancer aujourd'hui l'installation de panneaux solaires dans la ville. Parce que vous bénéficiez d'un des plus importants ensoleillements au monde, vous avez une opportunité énorme pour les énergies solaires. Alice Springs, ville solaire, peut être aussi bientôt ville nucléaire. Autour, le sous-sol est riche en uranium, son exploitation pourrait débuter dans les prochains mois.
inquiétude chez les journalistes locaux. On parle en ce moment d'Alice Springs, ville solaire. Mais où en est-on avec les mines d'uranium? Il y a un projet à 25 km d'ici, non? Écoutez, aujourd'hui, on inaugure la cité solaire. Et c'est très important. Le ministre s'est déjà évité les questions qui dérangent. Sur l'exploitation de ces mines d'uranium et sa possible exportation vers l'Inde et la Chine, Garrett, l'antinucléaire, a dû reculer. Il y aura des mines d'uranium. Et là où l'État fédéral sera compétent, on insistera sur le respect strict des critères environnementaux. Que dites-vous à vos anciens amis qui sont un peu déçus? Quand tu es dans ma situation, tu es dans une équipe, tu acceptes les règles. Si ces gens ne le comprennent pas, alors... C'est la deuxième vie de Peter Garrett. Elle se déroule essentiellement ici à Canberra, la capitale politique. Ce mardi, c'est l'ouverture de la session des questions au gouvernement. Une dure journée pour l'ancien rocker, constamment pris à partie. Par l'opposition de droite d'abord, qui n'a toujours pas digéré la ratification du protocole de Kyoto par le nouveau gouvernement. Monsieur le ministre, comment vous allez faire concrètement pour surmonter les obstacles qui vous permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Mr. Speaker, if we want to talk about serious barriers to action on climate change, it's the Liberal Party that for 11.5 years dismissed a growing scientific consensus as alarmism, as moralising, and now apparently in this form of revisionism by the previous Prime Minister as intellectual bullying. If we cast our minds back to last September, and it's not that long ago, we had backbenchers of the former government who incredibly disputed the validity of the scientific consensus that human activities are contributing to global warming, citing evidence, and I quote, that warming has also been observed on Mars, Jupiter, Triton, Pluto, Neptune and others. That is the case. They were, Mr. Speaker, lost in space, light years behind the Australian community and the international community. As it was said at the time in this House, Mr. Speaker, they were definitely on another planet. Plus à gauche, c'est la déception. Pour certains de ses anciens amis de lutte, en rentrant chez les travaillistes, Garrett aurait vendu son âme. Au lieu d'aller chez les Verts et d'écouter son cœur, il a préféré le Parti travailliste. Parce que là, il a le pouvoir et il peut être sur le devant de la scène. Mais ce pouvoir est bon si tu peux changer le Parti travailliste. Au lieu de ça, c'est le Parti travailliste qui a changé Peter Garrett. Le dossier noir du ministre, c'est la construction de la plus grande usine à papier au monde, en Tasmanie. Il était contre, mais il a dû se rallier à l'avis de son gouvernement. Bonne pour l'économie, mais désastreuse pour la forêt, l'usine ouvrira en juillet prochain. Ancienne rockstar au discours radical, devenu ministre caution d'un gouvernement de centre-gauche. Peter Garrett encaisse les coups, assume et avance, parfaitement à l'aise dans son nouveau costume, avec pour bol d'air toujours la musique. Festival rock d'Adélaïde. Most definitely. That's what we're here for. Good. Just want to say that, and I like your music. Thanks very much. Pas de discours, ni de montée sur scène. Peter Garrett vient aujourd'hui écouter la nouvelle génération. Mise en place de nouvelles énergies, puis prochainement d'un marché carbone, d'une fiscalité écologique, protection du littoral, interdiction de la chasse à la baleine. Malgré les obstacles, l'Australie de Garrett vit sa révolution verte. Ce ne sont pas les baleines qui sont en danger, mais nous, les baleiniers. Mon entreprise est menacée et je dis souvent qu'il faudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Cour internationale de justice, en mars dernier. Les juges rendent leur verdict. Un drame national se profile au Japon. La Cour ordonne au Japon de ne plus permettre l'abattage, la pêche et le traitement des baleines. Depuis 1987, le Japon a chassé plus de 10 000 baleines en Antarctique, officiellement pour des recherches scientifiques, en réalité pour commercialiser leur viande. Une bonne affaire que les baleiniers ne veulent pas laisser tomber. Alors ils s'organisent. Leur but, convaincre le gouvernement de désobéir, et donc en premier lieu les Japonais, de consommer de la baleine.
Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte au ministère de la Pêche à Tokyo. Le monsieur qui chante s'appelle Hideki Tokoro. Ne vous fiez pas à son costume, c'est le directeur d'une des plus grandes sociétés baleinières du pays. La mission de son copain, Balénine la mascotte, plaire aux enfants et même leur distribuer des snacks à la baleine. Pas simple de convaincre. Aujourd'hui, 85% des Japonais n'en mangent pas. Vous allez la manger? Oui, et c'est délicieux. C'est vraiment horrible. Et d'abord, pourquoi il a une cape? Tiens, prends des saucisses de baleine. J'en veux pas. L'argument choc de Tokoro, depuis l'interdiction de la pêche en Antarctique, il y aurait trop de petites baleines qui mettraient en péril les grosses baleines. Bref, selon lui, tuer des baleines sauverait la baleine. Démonstration. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Ah, tes amis les baleines à barbe étaient trop nombreuses et tu te sentais trop à l'étroit. En Antarctique, les populations des petites baleines, comme celles de minke ou comme les baleines à bosse, augmentent et consomment tellement de poissons qu'elles prennent toute la nourriture des grandes baleines. La société baleinière va encore plus loin. Dans son film d'entreprise, elle explique que l'interdiction de la pêche menacerait carrément l'humanité tout entière. Depuis l'introduction du moratoire, le nombre de baleines a augmenté de 4% par an en moyenne. Encore plus pour certaines espèces. Selon certaines estimations, les baleines consomment de 3 à 5 fois plus de ressources marines que les hommes. À ce rythme, les ressources marines que l'homme peut consommer diminueront rapidement. Au secours, les baleines vont affamer les hommes. Un argument partagé par à peu près aucun scientifique en dehors du Japon. Mais tant pis, tous les professionnels du secteur suivent le mouvement. Vous êtes toujours contre manger de la baleine? Wada, à une centaine de kilomètres de Tokyo, la vitrine des baleiniers du pays. Ici, on harponne depuis des générations et on en est fier. Allez, j'y vais. Shuji Yoshinori a hérité de son père, qui lui-même avait hérité de son propre père, cette petite entreprise de pêche et vente de baleines. Il est devenu l'un des porte-parole des baleiniers japonais. Ses ouvriers viennent de pêcher un beau spécimen et, contrairement à beaucoup de ses collègues, il tient à présenter au public et à notre caméra l'art ancestral de la découpe. C'est quoi le truc blanc? C'est son appareil digestif. C'est pas son cerveau? Non, c'est pas son cerveau, sa tête est là-bas. C'est vrai que pour certains pays, cela peut paraître cruel. Mais personnellement, je trouve que cela fait partie de notre culture culinaire. Donc je suis ni pour ni contre. Les règles de pêche sont très encadrées. Chaque année, M. Yoshinori n'a le droit de harponner qu'un maximum de 26 baleines à bec, qui échappent aux règles internationales. Un scandale, selon lui. Ici, on ne prend que des baleines dont la chasse est autorisée par la Convention internationale. Pour ce qui est des baleines de minke, c'est interdit. Si on pouvait nous laisser chasser plus de baleines tout en ayant une gestion raisonnable des réserves naturelles, notre travail serait plus facile. Et lui ne réserve pas ses arguments aux familles du coin. Régulièrement, il offre une visite guidée à des délégations étrangères. Des représentants de ministères ou agences de pêche, souvent hostiles à la chasse à la baleine. Si Yoshinori fait bien son boulot, ces hommes seront peut-être de futurs alliés. Ça, ce sont les harpons qu'on utilise. Et quand la pointe est enfoncée, elle ne peut plus ressortir. Le patron montre tout, des frigos de stockage à l'usine de conditionnement de la viande. Et au menu du déjeuner, farandole de baleine sur riz vinaigré. En fait, c'est la première fois qu'on me sert de la viande de baleine. Mais je n'en mange pas. Dans ma culture, on ne mange pas de baleine. Donc je n'y ai pas touché. Je ne sais pas le goût que ça a. En fin de journée, Shuji Yoshinori lance aux visiteurs un appel désespéré pour la survie de son industrie déclinante.
Ce ne sont pas les baleines qui sont en danger, mais nous, les baleiniers. Mon entreprise est menacée et je dis souvent qu'il faudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. De quoi convaincre, au moins, le gouvernement japonais. Il y a quelques jours, il a annoncé que la pêche à la baleine continuerait l'année prochaine, malgré l'interdiction internationale. Le lobby des baleiniers a gagné une bataille, mais il continue la guerre. À Sugamo, au nord de Tokyo, Balénine la mascotte poursuit sa route. Aujourd'hui, c'est un concours de beauté pour vieilles dames qui est organisé. Officiellement, ces femmes ont tout un secret pour rester belles et en bonne santé, la baleine. Je me dis que si je suis autant en forme aujourd'hui, c'est peut-être parce que je mangeais beaucoup de baleines quand j'étais enfant. Les études montrent que la consommation de viande de baleine permet de rester en forme. En plus, on assimile mieux la graisse, ce qui aide à maigrir. Les maladies liées à l'âge sont freinées. Balénine est donc venue ici pour nous faire part de ces nouvelles découvertes. Là encore, aucune certitude scientifique. Félicitations. Un mot, s'il vous plaît. J'ai vraiment bien fait de passer par ici, sans quoi je n'aurais jamais gagné tout ça. Merci beaucoup. La grande gagnante est bien contente. Elle repart avec 6 sachets de compléments alimentaires et 24 boîtes de viande de baleine. La grande perdante, la baleine. Les associations anti-pêche comme Sea Shepherd dénoncent la cruauté de leur capture, ainsi que la mise en danger de certaines espèces. Dans les pays du Golfe, voici ce que l'on peut croiser au milieu des embouteillages. À Doha, il y a quelques semaines, un tigre du Bengale vient de sauter de la voiture de son propriétaire. À Dubaï, un lion dans le coffre d'un 4x4. Ou un guépard qui prend l'air par la fenêtre. Ici, quand on est riche, il est de bon goût d'avoir un fauve de compagnie. Même si c'est dangereux pour les hommes et pour les bêtes. Nous avons rendez-vous à l'extérieur de Dubaï, dans une grande propriété aux portes du désert. Mohamed nous accueille dans sa maison de campagne. Une ferme avec des poules, des chats, des vaches et donc des lions. Depuis 10 ans, Mohamed collectionne les espèces les plus rares de la planète, certaines en danger d'extinction, comme ces hyènes tachetées. Ou encore ce lion blanc, il n'en resterait plus que 300 dans le monde. En tout, il a une vingtaine de félins. Pour nourrir toute sa ménagerie, un employé pakistanais travaille à plein temps. Chaque jour, il doit distribuer une centaine de kilos de viande de chèvre. Il abat les bêtes ici. On a une réserve spécialement pour ça. En principe, il est interdit de posséder ce genre d'animaux sans un permis spécifique. Mais les autorités ferment les yeux quand les propriétaires sont proches de la famille royale. Mohamed dépense énormément pour ses bêtes. Les plus chères dépassent les 100 000 €, sans compter l'entretien. Rien que pour mes 5 lions, ça me coûte 5 000 € par mois. Mais quand on aime les animaux, rien n'est trop cher. Lina, regarde. La collection se poursuit à l'intérieur de la maison. Nous retrouvons Mohamed sans sa tenue traditionnelle, mais avec un varan sur l'épaule. Viens là. Et sorti de sous la table, un chimpanzé habillé en petit garçon. Il adore tout ce qui est sucré. Il adore le Nutella. À 28 ans, Mohamed n'est pas marié et passe toutes ses soirées avec ses animaux. Moi, les animaux, c'est ma passion. Je les aime énormément. Pour moi, ils font partie de ma famille. Je les considère comme mes enfants.
Le jeune homme travaille comme trader dans une banque. Il gagne suffisamment pour assouvir sa passion. Même ces poissons viennent d'Amazonie. Ça, c'est du poulet pour les piranhas. Comment vous faites rentrer les animaux dans le pays? C'est très difficile, mais on s'arrange toujours. On leur fait passer les frontières. Bon allez, on va dehors. La question dérange, tout comme certaines images que nous filmons. Celle-ci est l'une des dernières que Muhammad nous laisse tourner. Un bébé hyène tenu en laisse qui rappelle que de nombreux animaux sauvages ici ne survivent pas à la captivité. Pas de quoi freiner les émiriens. Souvent, les fauves sont achetés à la naissance. Ils ressemblent à des gros chats, avec lesquels les enfants peuvent jouer sans danger. C'est même souvent un cadeau d'anniversaire des parents. Après quelques mois, quand les animaux grandissent, les adolescents s'amusent à se faire peur. À cet âge-là, les animaux n'attaquent pas encore pour tuer. Mais à l'âge adulte, ils peuvent devenir imprévisibles. Souvent, leur famille d'accueil préfère les abandonner. Au zoo de Dubaï, on a l'habitude. Depuis sa création il y a 30 ans, on n'y a acheté aucun animal. Tous ont été saisis ou abandonnés par leurs propriétaires. Attention, il y a un léopard, mettez-vous sur le côté. Il y a des animaux partout. Aujourd'hui, une jeune lionne est présentée pour la première fois au public. Il y a 3 semaines, elle courait affolée dans les rues d'un quartier populaire de Dubaï. Elle a toujours peur. Quand elle est arrivée, elle avait eu un double, voire un triple traumatisme. D'abord, elle a échappé à son propriétaire et elle a débarqué dans un monde nouveau. Ensuite, elle a été chassée par la police. Et enfin, on lui a tiré dessus avec une flèche tranquillisante. Qu'est-ce que vous pensez des propriétaires d'animaux sauvages? Personne ne devrait garder un animal sauvage à la maison. Ce n'est absolument pas l'endroit. Il y a de moins en moins de place dans les zoos. Désormais, la plupart des bêtes abandonnées sont euthanasiées. Et en dehors des cages, les accidents se multiplient. Attaques violentes, morsures et aussi beaucoup d'animaux maltraités. Nous avons rendez-vous avec une star des réseaux sociaux, Jassem Ali, le propriétaire de l'une des plus grosses ménageries privées des Émirats. Allez, dites bonjour. Il poste immédiatement la nouvelle de notre arrivée sur son profil Snapchat. Combien vous avez d'abonnés? Sur Snapchat 100 000. Avant, j'avais un compte Instagram avec 1 million d'abonnés. Mais je me suis fait pirater. Jassem Ali soupçonne les militants de la cause animale de l'avoir piraté. Il faut dire qu'il le cherche un peu. Dans son zoo privé, où son visage est un peu partout, il y a certes des chameaux, des autruches ou des crocodiles, mais aussi d'autres bêtes qui n'ont rien à faire là, comme des loups des steppes, ou ce tigre qui vient de Sibérie. Ici, l'été, il fait 50 degrés. Jassem nous promet que leur présence ici est accidentelle. On a commandé un tigre et on nous a envoyé un tigre doré de Sibérie, par erreur. Ses détracteurs l'accusent aussi de faire du business en revendant les petits, de 50 à 60 000 euros pour les plus rares. Lui préfère se présenter comme un amoureux des animaux. Mais ce guépard, par exemple, est mort quelques jours après notre tournage. Un grand classique.
D'après cette vétérinaire qui a travaillé pour des proches de la famille royale et qui préfère qu'on ne la reconnaisse pas. Elle raconte avoir vu des animaux mourir de faim ou de maladie. C'est un pays chaud. Vous ne pouvez pas garder des animaux dans des cages si petites, avec seulement quelques filets pour les protéger. Ils les gardent là jusqu'à ce qu'ils puissent les vendre à quelqu'un d'autre en faisant un bénéfice. Ensuite, l'animal meurt dans les mains de celui qui l'a acheté. Et le vendeur dit « Désolé, il était vivant quand il est parti. » Mais quand vous voyez ça, vous démissionnez. Sur Internet, nous découvrons des dizaines de petites annonces qui proposent des félins à la vente. Des fois pour seulement quelques centaines d'euros. Un commerce qui accélère encore un peu plus la disparition de certaines espèces. Et les familles royales de la région ne donnent pas le bon exemple. L'une des dernières idées des Émirats, importer la savane africaine sur cette île déserte, avec guépards, girafes ou gazelles en semi-liberté, pour y organiser des safaris de luxe.